Bienvenue sur D'Homme à Homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Lorsque le sujet de la sensibilité masculine est abordé, la question de l'homosexualité et des relations entre hommes est souvent sous-jacente. Pour en discuter, j'avais envie d'inviter Stéphane Dupré, d'orientation sexuelle gay, pour qu'il nous livre son parcours d'homme ainsi que son expérience d'accompagnant, notamment à travers ses stages axés sur le corps. Notre échange avec Stéphane porte sur les stéréotypes et comportements encore bien ancrés dans notre société, ainsi que sur la manière dont notre orientation sexuelle ne nous définit pas en tant qu'individu. Nous parlons également des peurs qui affectent les hommes hétéros, des effets miroirs qui se jouent, et comment l'intimité entre semblables, dénuée de désir, peut ouvrir la voie à une meilleure connaissance de soi et à sa propre sensibilité. Un épisode à l'image de cette saison d'hiver, tout en douceur. Bonne écoute. Salut Stéphane. Salut Loïc. Bienvenue dans ce podcast. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Comment vas-tu? Quelle est ton humeur du moment, du jour? Écoute, l'humeur du jour, elle est un peu l'égale de ce qui se passe dehors, un petit peu enneigé, mais c'est la saison et c'est super agréable de voir les paysages qui changent. Voilà, donc je suis avec un peu de fraîcheur. J'ai mis une petite polaire. C'est super agréable de vivre ça et voilà. Et en même temps, il faut s'adapter. Oui, j'imagine la neige qui tombe, ça me donne envie. Comment tu te présentes au monde, Stéphane? Qui es-tu? Un humain sur cette planète. J'ai une petite difficulté avec cette question. J'ai souvent du mal à parler de moi, en fait. J'ai plus l'habitude d'écouter et d'être en situation d'accompagnement que de parler de moi. Mais la définition de dire que je fais partie de cet ensemble, de ce monde, ça me va bien. J'ai pas envie d'être un individu en particulier. Je suis un individu parmi d'autres, en fait. Merci. Je t'ai invité, j'avais envie qu'on échange autour du thème de l'homosexualité, des rapports homme-homme. Et si on devait faire une photo aujourd'hui de l'homosexualité, des droits, de les gens qui se déclarent homosexuels, quelle serait cette photo? Ce serait plutôt un kaléidoscope qu'une photo. Je peux effectivement parler de moi et c'est le plus simple que de parler dans la globalité et je peux pas être représentant de l'ensemble de la communauté et de l'ensemble sur la planète. Déjà, on est dans un pays où on a la chance d'avoir des ouvertures et des droits qui sont complètement différents de d'autres pays où c'est encore criminalisé. Donc c'est pas une photo, pour moi, c'est pas une photo à un instant T, à un instant figé, c'est plutôt vraiment un kaléidoscope avec plein de situations individuelles qui sont très différentes, même au sein de notre propre pays où il y a des gens qui sont super acceptés dans leur famille, super acceptés dans leur environnement professionnel, super acceptés au niveau de leurs amis, au niveau de leurs compagnons de pratique de sport, si je fais référence à des sports co par exemple. Donc c'est vraiment très disparate et il y a des gens qui vivent encore des rejets, des mises à la porte de chez eux, des situations de grande difficulté. Donc c'est vraiment très disparate. Je pense pas qu'on puisse avoir une image et une photo précise de la situation, même au sein de la France. Si je parle moi pour mon propre cas, c'est super cool. Ça a été toujours super cool. Ça a été
super facile au niveau de mes parents, ça a été super facile au niveau de ma famille, ça a été super facile auprès de mes amis, ça a toujours été clair dans mon environnement professionnel, même quand j'ai eu des activités qui n'étaient pas en tant qu'indépendant. Donc ça veut pas dire que j'ai pas vécu des situations d'inconfort ou des situations de rejet dans la rue ou dans certains lieux publics comme des restaurants, dans des boîtes ou des bars. Mais de façon globale, j'ai jamais été victime de aucune homophobie, j'ai jamais été victime d'agression physique. J'ai eu des agressions verbales, Hmm. j'ai eu des moqueries, j'ai eu de l'ordre plutôt psychologique, mais jamais physique en fait. Et ce que vivent les gens, je vais dire de mon âge, donc j'ai un peu plus de 50 ans, et ce que vivent des ados actuellement ou des jeunes adultes, c'est complètement différent aussi. Hmm. Donc c'est vraiment compliqué d'avoir une image précise et fixe compte tenu de la diversité des horizons, des milieux sociaux, des capacités d'être en épanouissement personnel et aussi en autonomie. Je parle aussi d'autonomie, par exemple financière, de pouvoir quitter le noyau familial si celui-ci est toxique et de pouvoir s'en détacher pour vivre sa vie. Et ça dépend aussi des milieux. Enfin voilà, c'est Hmm. vraiment très différent, je pense. Il reste une constante parce que je pense qu'il y a quand même une constante dans tout ça. C'est un mot que tu as déjà, j'imagine, entendu. Et pour laquelle on ne pose jamais la question aux hétéros, c'est le mot du coming out, donc sortir du placard et de pouvoir de façon très libre vivre ce qu'on a envie de vivre comme on a envie de le vivre. Et ça, c'est une étape que la plupart des gays, des lesbiennes, des transgenres, des bi traversent à un moment ou à un autre s'ils souhaitent vivre en accord avec ce qu'ils sont. Et ça, quel que soit le milieu et à mon avis, quels que soient les âges, ça reste une constante. Ça pourrait être une photo de départ, ce moment de cette sortie du placard, de ce coming out et de dire au monde extérieur, voilà qui je suis. Ce qui, quelque part, me pose un questionnement, enfin une question qui est que les hétéros ne le font pas, ça c'est sûr. Ah maman, tiens, j'aime les filles quand on est un garçon ou j'aime les garçons quand on est une fille. On doit le faire quand on est un garçon qui a des sentiments ou des attachements pour un garçon ou une fille qui a des attachements pour une fille. Et ce moment-là, il est pour moi un moment important parce que ça marque le début d'assumer qui on est. En même temps, c'est vraiment une partie infime de qui on est, puisque si on parle d'un coming out homosexuel ou même bisexuel, enfin peu importe, mais en tout cas si on parle de ça, on l'associe au mot sexuel et on n'est pas que un être sexuel. La sexualité, c'est un tout petit temps de notre vie, même si dans l'espèce humaine et dans d'autres espèces du règne animal, elle a son importance, mais on n'est pas défini par rapport à notre sexualité ou à notre orientation sexuelle. Est-ce que, notamment, hein, peut-être, est-ce que ça vient du fait que des fois on a tendance, qu'on a tendance à confondre le genre et l'orientation sexuelle? Je veux dire le rejet de la part des parents ou du monde? De ce fait que on pourrait dire que j'ai eu l'impression d'avoir déjà entendu que si t'es homosexuel t'es pas un homme et inversement si t'es un homme tu peux pas être homosexuel, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi il y a un truc qui me parle quand tu dis ça et je suis allé refaire effectivement des petites recherches pour préparer ce podcast. La première fois que le mot homosexuel a été utilisé, en fait, il a été créé par un Allemand, ce mot, aux alentours de 1868-1869, et il a associé deux racines donc grecques, homo, qui vient pas d'homme, mais homo qui vient de semblable, et la racine latine sexuali qui veut dire sexuel. Donc homosexuel, en fait, c'est pas un homme qui a des relations avec un homme, c'est un homme qui a des relations avec son semblable. Même le mot en tant que tel, et qui est récent, puisque je te dis fin du 19e,
il porte à question. Est-ce que si j'ai une attirance pour un garçon parce que je le trouve fort, je le trouve ambitieux, je le trouve intéressant, je le trouve blablabla, en fait, si je mets des qualificatifs, est-ce que je suis homosexuel? Hmm. Même si j'ai pas de sen de relation sexuelle avec lui, je peux avoir des sentiments ou avoir une attirance ou je peux avoir une projection sur lui. Est-ce que je suis homosexuel? Donc c'est le mot en tant que tel, il est déjà, il pose question et souvent dans l'image populaire, quand tu es homosexuel, tu rentres dans une catégorie déterminée, soit tu es actif et donc tu es, bon, ça peut passer, soit tu es passif et tu reçois l'autre en toi et là, du coup, tu es le moins que rien, tu es celui qui est le rebut de la société auquel un homme peut pas s'identifier. Donc ça fait aussi appel à plein d'images, et de projections et le mot homosexuel, pour moi, il est un il est trop réducteur. Hmm. Dans la communauté, on utilise plutôt le mot gay, qui a du coup une autre origine et qui pour moi est moins, enfin voilà, qui n'est pas réduit à la pratique d'une sexualité. Je parlerais plutôt de ça plutôt que de d'une question de d'orientation ou de queer ou de gender, ou de genre. Et ne pas le réduire qu'à la sexualité, oui. C'est pas le réduire à la sexualité. En fait, Hmm. si on le réduit à ça, on on perd aussi tout ce qui a été apporté par cette communauté, en termes de combat, en termes de culture, en termes de droits des femmes. Et souvent, les droits des gays sont associés à la progression des droits des femmes. Hmm. On nie tout un pan si on le réduit simplement à la sexualité, en fait. Et c'est un terme que je t'avais déjà partagé au préalable. Souvent, on peut y opposer le terme homosensualité, donc la sensualité avec des semblables, du coup. Et je peux très bien avoir une relation de proximité avec un homme, quel que soit le degré de fratrie, par exemple, que je peux avoir avec lui. Je peux avoir une homosensualité avec un frère de ma fratrie, mais je peux aussi avoir une homosensualité avec un frère d'une autre, d'un autre groupe. Et c'est pas pour autant que je vais avoir des désirs ou des projections de sexualité sur lui, en fait. Et ça, pour moi, ça a été un élément de compréhension super important dans mon parcours, de me dire que je suis pas réduit que à ma sexualité et que je peux avoir de la tendresse, je peux être en vulnérabilité, je peux avoir de la sensibilité avec un autre homme, sans pour autant imaginer quoi que ce soit avec lui, euh, au niveau contact intime, même s'il peut y avoir des contacts physiques. Hmm. Et c'est là où parfois, quand je te parlais tout à l'heure de l'acceptation par des groupes, notamment dans les sports co, c'est encore super problématique. Et il y a peu de sportifs Oui. internationaux qui ont fait leur coming out ou qui ont eu. Chez les hommes surtout, oui. Ouais, Chez les femmes, ça se fait bien. Hein. Bah, les femmes, ça pose pas de problème dans la société. Hmm. Les lesbiennes, elles traversent ça sans difficulté, sans mise à l'index, sans dévalorisation. Euh, L'homme hétérosexuel, quand il voit deux femmes, c'est plutôt cool pour lui. Alors que quand il voit deux hommes, ça le renvoie à lui, à ces questions que lui peut se poser. Et pour les lesbiennes, dans la société, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup, en tout cas, il y a moins d'actes d'homophobie envers les lesbiennes qu'envers les gays, et encore moins envers les trans, enfin, je change ma phrase. Il y a aussi plus d'homophobie, en tout cas de transphobie envers les Hmm. trans. Là, les trans, ça pose question par rapport à à la population générale hétérosexuelle. Mais les lesbiennes, ça, c'est transparent, il y a pas cette opprobre qui est portée sur leur sexualité, en fait. Et quand je dis il y a des sportifs, donc oui, il y a des sportifs lesbiennes qui ont fait leur coming out, mais ça fait moins cas que quand c'est un sportif homme qui fait son coming out, et encore plus si ce sportif est dans un sport co, style football, le rugby. Oui. Mais certains ont fait le pas et ont franchi le pas, hein, et ça fait aussi progresser, ça fait prendre conscience dans le grand public que bah voilà, ce monsieur est comme tout le monde au final. C'est pas parce que de temps en temps, dans une partie de sa vie, il a une sexualité différente de la grande normalité, de la grande majorité. Je sais pas si c'est une normalité, mais en tout cas de la majorité.
que ça en fait quelqu'un de différent ou quelqu'un qui doit subir des réprimandes, voire carrément dans le milieu professionnel, des mises au placard ou des empêchements dans des progressements de carrière. Pourquoi dans la société c'est encore si tabou ce sujet? T'as parlé de vulnérabilité tout à l'heure pour les hommes. Je pense qu'il y a c'est comme toutes les phobies, hein, il y a des peurs. Quand on a peur quand on ne connaît pas, on a peur, et quand on a peur, on rejette. C'est le plus simple en fait. C'est de se mettre une protection et de se dire, l'autre est différent, il est pas comme moi, donc il est à rejeter, il est pas à intégrer, il est pas à reconnaître comme étant identique à moi. Il y a souvent des peurs en fait. Et je peux pas en faire une généralité, mais j'ai des expériences autour de moi où il y a aussi des films qui ont très bien décrit les phénomènes, que c'est en général ceux qui ont le plus de mal à assumer qui sont les plus homophobes. Donc pour moi, c'est une méconnaissance en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on voit qu'une figure publique annonce que dans sa sexualité, il est attiré par un garçon ou elle est attirée par une fille. On découvre quelque chose qui nous renseigne différemment de son mode de vie. Néanmoins, il n'est pas différent pour autant après l'annonce qu'avant l'annonce. Et pour moi, plus il y aura de gens qui assument dans la sphère publique, et je ne sais pas ce que ça va donner avec l'arrivée de notre nouveau Premier ministre, mais c'est quand même la première fois en France et voilà depuis toujours qu'un Premier ministre dont on connaît l'orientation sexuelle est homosexuel. Je ne sais pas si ça va faire avancer les choses. Il ne se porte pas comme porte-étendard de la communauté, mais il est lui tel qu'il est, avec comme tout le monde ses qualités et ses défauts, j'imagine bien. Mais il a aussi cette caractéristique d'orientation sexuelle. Et c'est pour moi donc c'est la peur, c'est le premier élément, que le rejet vient de la peur. Et le deuxième, c'est un niveau de compréhension ou un niveau d'éducation, mais c'est valable pour toutes les phobies. Je vais avoir peur de l'immigré parce que il est pas comme moi, donc j'en ai peur. Mais je vais aussi avoir peur de sa culture parce que c'est pas la mienne et que je ne la connais pas. Donc pour moi, c'est aussi un défaut de connaissance et un défaut d'éducation. Et on n'est pas aidé encore au niveau de l'éducation nationale pour aller sur une tolérance qui va dans cette direction-là. C'est pas encore gagné à ce niveau-là. Donc il y a des avancées, il y a des droits. Vous avez bien vu, c'est bien ce qui s'est passé avec le Pacs, c'est le mariage pour tous. Enfin, au moment du Pacs, il y a quand même il y a eu des manifestations où on appelait à mettre les PD au bûcher. C'est quand même pas anodin. C'est violent. Boutin qui était l'affaire de Lens, mais on a eu Brigitte Barjot avec la manif pour tous pendant le mariage pour tous, qui a aussi eu des propos et de l'ordre de l'insulte, qui n'a jamais été condamné, qui n'a jamais amené à une prise publique politique pour condamner des propos pareils. Après, quand je parlais d'éducation, c'est aussi lié à, on a parlé quand Mitterrand a été élu en 81, qu'en 82 il y a eu une dépénalisation de l'homosexualité en France. C'est pas tout à fait vrai, parce que la dépénalisation, en fait, elle datait déjà de la Révolution française, elle date de 1790. Et Mitterrand, lui, il avait remis l'âge légal entre la sexualité hétérosexuelle et la sexualité homosexuelle. C'est ça qui a changé réellement en 1982. Mais on a sorti en France qu'en 1992, par exemple, l'homosexualité des maladies mentales. Donc quand je parle de défaut d'éducation, c'est aussi lié à ça. C'est que 92, c'est quand même pas si loin que ça. C'est super près. Encore. Il y a encore des gens qui peuvent être baignés dans la culture antérieure à cette date si ils n'ont pas des informations mises à jour, que l'homosexualité c'est une maladie en fait. Et des événements ce qui a vraiment déclenché la revendication et l'émancipation de la communauté, c'est ce qui s'est passé en 1969 dans un bar à New York, dans le Greenwich Village, un quartier de New York qui s'appelle le Stonewall, où il y a la police qui a débarqué et qui a mis tout le monde en état d'arrestation, et ça a déclenché une vague après de ras-le-bol et de dire voilà, stop, maintenant il faut que ça s'arrête et qu'on progresse, et ça a découlé sur les Gay Pride par la suite. Mais
c'est pas ça qui change les mentalités. Ça peut changer la visibilité, mais ça change pas forcément les mentalités. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'éducation, ça passe aussi par ça et d'intégrer voilà, dans la pratique sportive, par exemple, un enfant qui a des attirances qui peuvent être différentes, bah, d'apprendre aux autres que non, il a pas besoin d'être rejeté et que ça ne les met pas eux en danger, sous prétexte que ce garçon-là existe. L'homosexualité, elle envoie quoi aux hommes qui se disent hétéros? Je sais pas ce que ça peut leur envoyer. En tout cas, ce que moi je pense, c'est qu'ils projettent. C'est une projection, c'est une construction mentale. Ils projettent que s'ils côtoient quelqu'un qui a des relations avec des hommes, bah ils vont être entraînés dans cette attirance-là aussi. Il y a une espèce d'idée de contamination. Il y a eu plein de questions dans la sphère publique sur est-ce que l'homosexualité, tout à l'heure je parlais donc est une maladie, mais est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis, est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est culturel? Est-ce qu'on peut s'en guérir du coup aussi? Puisque si c'est une maladie, bah on peut trouver des solutions pour s'en protéger et s'en guérir. Il y a carrément des thérapies de conversion, notamment par des milieux je vais dire au sens large chrétien, mais plutôt extrême chrétien, et notamment aux États-Unis. Et il y a un débat en France pour interdire ces thérapies de conversion. Mais ça veut dire que si on considère que c'est une maladie, bah on peut s'en prémunir et on peut mettre à distance des gens et essayer de les traiter. Et si on essaie de les traiter, ça veut dire qu'on ne les accepte pas tels qu'ils sont. Et pour moi, c'est pas une, non, c'est pas une maladie, mais mais c'est juste, est-ce que je l'accepte? Et si je l'accepte et que je suis à droit dans ce que je suis et que je suis pour moi, il y a une question de quelque part de force, je donne moins la main mise aux autres pour me faire du mal, en fait. Et donc, quand alors tu posais la question de qu'est-ce que ça renvoie, je pense que c'est pas, ça renvoie, ça met les autres hommes hétérosexuels mal à l'aise quand c'est pas assumé, en fait. J'aime, dans mes expériences, même quand il y a eu des insultes, j'ai toujours vu que quand j'étais, comment je peux dire, quand j'assumais, en fait, quand j'étais serein, quand j'assumais, quand j'étais fort dans ce que je disais, bah, ça faisait tomber aussi ce qu'il y avait comme attaque en face. Bon, après, 1m90 et je pèse 91 kilos, forcément, ça, je pense que ça aide aussi un peu. Mais c'est pour ça que je peux parler que de mon expérience. J'ai aussi plein d'amis qui ont été tabassés et qui forcément n'avaient pas forcément le même physique. Et voilà. Moi, on me cherche pas tellement des noix sur ce côté-là, donc c'est pour ça que c'est plus des atteintes psychiques et verbales que physiques. Mais malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. En tout cas, ça renvoie à comment je me positionne en tant qu'homme quand un autre homme m'interroge par rapport à ce qui est différent chez moi, en fait. Et ça peut passer pour plein de choses et pas spécialement que pour que pour la sexualité. Est-ce que si je mets du vernis à ongles ou si je porte des kilts, pour pas dire des jupes, mais en tout cas des kilts, à quoi ça me renvoie en tant qu'hétérosexuel? Est-ce que je peux accepter d'avoir des cheveux longs bouclés et pas de barbe ou est-ce que blabla? Enfin voilà. À chaque fois qu'il y a une différence, en fait, ça questionne et ça renvoie à soi par effet miroir. Et ça, quand c'est pas clair en soi, ben forcément j'ai peur et si j'ai peur, bah je rejette et si je rejette, bah je peux aller jusqu'à tabasser parce qu'en face, ce que je vois, ça me fait peur. Oui, quand on arrive à le prendre, je crois, dans le bon sens, c'est un formidable outil de compréhension de soi. Et est-ce que ça renvoie aussi finalement pour les hétéros son propre rapport à sa sensibilité, à sa part yin, à On interroge sa part féminine, mais ça pourrait être une bonne façon de l'interroger et de progresser sur son chemin en s'interrogeant sur ça justement. Quand je vois deux hommes qui s'embrassent, en quoi ça me gêne en fait? En quoi ça me met mal à l'aise? En quoi ça me donne des envies d'aller les tabasser? Enfin, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Et bah voilà, il y a des gens qui ont une capacité de prendre du recul et de se poser des questions et de progresser sur leur chemin en travaillant sur eux et pas en allant casser la gueule en face parce qu'en face c'est différent. Et il y a d'autres qui n'ont pas cette capacité-là.
Et je pense que le monde serait différent si effectivement, quand je suis face à une situation de difficulté et où je me sens mal à l'aise, qu'est-ce que ça crée en fait en moi? Avant d'aller taper en face, qu'est-ce qui se passe en moi et où ça m'interroge? Où ça me met en situation de fragilité? Et pourquoi? Et à quoi c'est lié? Et bien souvent, c'est lié aussi au contexte éducatif, c'est lié au contexte sociétal, c'est lié aux questions, aussi, éventuellement religieuses. Je peux pas dire que aucune des 3 grandes religions, monothéistes nous aide beaucoup, Oui. cet aspect-là d'acceptation. Donc suivant les milieux et suivant la pression qu'on a subie et ce qu'on nous a inculqué, en fait, on a des difficultés de se remettre en questionnement et de se dire ce que j'ai pu apprendre ou avoir comme héritage petit. En tant qu'adulte, bah, je peux prendre de la distance et je peux voir maintenant différemment et assumer ou en tout cas réfléchir sur moi. Et là, je pense que comme ça renvoie à des situations de difficulté, ben c'est pas facile. Et Mmh. je, j'ai pas une image. J'ai plutôt une image positive, sur ça, parce que les hommes que moi j'accompagne, peu importe quelle soit leur orientation sexuelle et souvent ils n'en parlent même pas, hem et j'ai souvent des retours d'hommes après coup, pas forcément devant le groupe, mais après coup, d'hommes hétérosexuels qui disent: «Mais, waouh quoi, je n'imaginais pas sa sexualité» et je leur dis: «Mais on s'en fiche, enfin, qu'est-ce que tu aurais eu une attitude différente ou est-ce que tu aurais réagi différemment si tu avais su que dans son lit, il couchait avec un garçon?» Pas dans son lit ou ailleurs, d'ailleurs on s'en fiche. Mais, il couchait avec un garçon. Hem et c'est là où c'est intéressant, c'est de pas mettre ce filtre-là comme étant quelque chose qui est, une mise à distance ou qui est rebutant ou qui met en difficulté le fait de rentrer en connexion avec l'autre, en fait. Et ce qui est dommage dans la société en général, c'est que c'est l'inverse. C'est que un des premiers biais, c'est de dire: «Il est différent, donc je le mets à distance» et on coupe des relations et on coupe des chances d'interconnexion et d'échanges qui peuvent être super riches pour l'un comme pour l'autre. Mmh. De rencontres, ouais. Mmh et développement du coup, personnel, de progression sur soi, sur la connaissance de soi et c'est souvent enfin pour moi, c'est souvent l'autre qui aide à progresser sur soi. L'autre, il est là pour nous mettre en miroir ce qui se passe en nous et bah, plus il y a de gens qui sont différents face à nous, plus ça nous questionne et ça nous interroge sur nos différences en nous, à l'intérieur de nous et ça nous permet de progresser et de découvrir d'autres parcelles qu'on avait peut-être mis de côté, qu'on avait volontairement enfouies, consciemment ou parfois même inconsciemment, et qui nous privent d'une part de nous-mêmes, en fait. Et c'est pour ça que dans la société, tout à l'heure, je te disais que les droits de la communauté gay sont souvent associés, aux droits des femmes. Si on avait déjà une égalité homme-femme, ben, on se poserait peut-être moins aussi la question de pourquoi est-ce que les gays, sont discriminés ou pourquoi c'est pas autant, fluide et autant, accepté, en fait. Et ça renvoie voilà, on voit ce qui se passe en ce moment avec les affaires qui sortent et la prise de position de notre cher président sur Depardieu. Mais les femmes prennent des positions et avancent Mmh. et heu et ça ne peut aller que pour le bien général de la société et de faire progresser tout le monde. Les situations qu'on a de difficultés, nous, dans les minorités, c'est que le patriarcat, il est très présent et il a des référentiels et il a des mécanismes et des moyens de fonctionnement, qui sont un peu englués et qui ne permettent pas une fluidité. Alors je parle de fluidité de genre, qui permet pas de cette fluidité-là, en fait, d'accepter tout le monde dans sa diversité, quelle que soit la diversité et quelle que soit la minorité concernée. Là, quand on avait échangé en amont de ce podcast, tu m'avais repris quand on échangeait sur l'histoire de mon oncle et où j'ai eu ce mot de avouer son homosexualité. Mmh. C'est quoi je dirais les abus de langage qui existent encore autour de cette thématique ou Avouer, pour moi, c'est une faute. Donc là, il y a pas de faute. Rien à avouer, en fait. Il y a à assumer et de dire au monde: «Voilà qui je suis et j'ai envie de vous voyer tel que je suis». Il y a pas c'est pas un aveu, il y a pas de contrainte, il y a pas un jugement en plus à avoir derrière. Si j'avoue, c'est que, bah, je me soumets au jugement de quelqu'un qui va dire ce que je fais, c'est bien ou c'est mal
Et là, c'est pas le cas. C'est pas en question de bien ou de mal. C'est juste en question, est-ce que je suis aligné? Est-ce que je suis en capacité d'être droit comme je suis avec toutes mes composantes, la sexualité en faisant partie ou pas? Et je peux comprendre que des gens n'aient pas la ressource de l'afficher au monde et de ne pas le dire, de ne pas le communiquer, de ne pas même parfois le revendiquer, hein. Il y a quand même des hommes publics ou des femmes publiques qui militent et qui ont des revendications fortes. Et merci et bravo à eux. Mais c'est pas en termes de, c'est pas là où ça joue. C'est est-ce que je suis en capacité d'être tel que je suis, tel, voilà, dans tout mon spectre, dans toute ma, dans toutes mes couleurs et ou pas. Et si je peux le faire, ben tant mieux. Et si je peux le faire et que je suis accepté et que je suis soutenu, ben encore mieux. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est pas toujours malheureusement le cas, même dans la sphère familiale, hein. Il y a une association qui milite qui s'appelle le Refuge pour les jeunes homos qui sont foutus à la porte de chez eux et ils ont beaucoup de boulot. Donc même en 2024, il y a rien de gagné. Et quand on voit ce qui se passe sur le débat sur l'IVG par exemple, ce qu'on peut considérer comme étant un acquis n'est jamais acquis en fait. Là, c'est la même chose. Il y a rien d'acquis, en fait. Donc j'ai rien à avouer, j'ai rien à me faire excuser, j'ai pas à demander pardon, j'ai pas à me confesser parce que j'ai été faire des choses agréables avec un autre homme. Je suis qui je suis et point barre. Et vous m'acceptez ou tu m'acceptes comme je suis, ou je passe à autre chose, hein. Il y a 7 milliards d'individus sur Terre. C'est pas parce qu'il y en a 2, 3 qui vont dire qu'ils sont pas en accord que ça va m'empêcher d'interagir avec la grande majorité de ceux qui restent. Et heureusement. Mais malheureusement, parfois, c'est pas toujours si simple et si aisé. J'aimerais que ça le soit, mais malheureusement, c'est pas le cas. Oui, on grandit dans une société hétéronormée en tout cas, c'était chouette que tu me le mettes en lumière, même si effectivement, je crois qu'à l'époque, c'est comme ça aussi que je l'ai observé finalement, puisque c'était dans les années 80, 90 où c'était encore plus tabou. Et, En parlant de ces années-là, un autre élément tout à l'heure quand je parlais de la connaissance et fait que c'était l'éducation aussi qui aidait d'accepter les différences. En France, il a fallu attendre 1992 pour que l'homosexualité sorte des maladies mentales, par exemple. Donc l'OMS l'avait sorti en mai 90, hein, le 17 mai 90. C'est pour ça que maintenant on a la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie, les biphobies. Enfin voilà, le 17 mai. Mais l'OMS avait sorti en 90, mais la France a attendu 1992 pour sortir l'homosexualité des maladies mentales. Donc on est quand même dans une temporalité. Et ce qui, moi, m'importe, c'est que ça change. bien sûr. Et que les mentalités changent. Mais voilà, quand tu dis, toi, 90 pour ton oncle, et quand je te dis 92 pour les maladies mentales, c'est pas non plus il y a très très longtemps. Donc, changer les choses et faire avancer, changer les référentiels qu'ont les gens et les égrégores mentaux qu'ils ont liés à l'éducation, ça demande du temps. Et je pense que ça change dans les générations nouvelles, hein. Et tout à l'heure, on parlait des études de genre, donc c'est vraiment, à mon avis, pour les jeunes ados actuellement, complètement différent de ce que moi j'ai pu connaître. Et tant mieux. Mais en même temps, c'est long, la lumière, et plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre. Et dans le même temps, il y a plein d'actes homophobes, il y a plein d'attitudes qui sont pas ok, comme ça peut l'être avec les femmes et on citait tout à l'heure. Tu t'es construit comment, toi, en tant qu'homme? J'ai eu différentes étapes dans ma vie. J'ai vécu 8 ans avec une jeune femme, avec une sexualité tout à fait ok et épanouie dans cette relation-là. Et c'est à la rupture en fait que j'ai eu à me poser des questions sur qu'est-ce que c'était les relations et les relations intimes avec une partenaire. Et parce que bah voilà, c'est elle qui avait fait le choix de partir. Et du coup, je me suis retrouvé en situation un petit peu de fragilité, de mise en retrait,
Donc j'ai décidé de faire une pause et je suis allé me retirer dans un lieu où là j'ai rencontré un homme et en fait euh, j'ai rencontré un homme et j'ai pas rencontré une sexualité en fait. J'ai Hmm. rencontré quelqu'un pour lequel j'ai eu des forts sentiments, ça a créé des émotions complètement bouleversantes et différentes en moi par rapport à ce que j'avais connu avant. Et en fait, au départ, je me suis pas posé la question de l'identité, enfin de l'orientation sexuelle en fait, et de mon identité sexuelle d'ailleurs, associer les deux. C'était plus la personne en fait qui m'a ému, qui m'a touché, qui m'a Hmm. fait sentir des choses que j'avais jamais vécues auparavant. Et ça a été assez brutal. Euh, Ça a été très fort et donc ça a été brutal. Et j'ai mis un an et demi sans aucune sexualité, à me poser des questions et à m'interroger sur qui j'étais. Donc j'ai à l'époque fréquenté beaucoup d'associations. J'ai rencontré beaucoup de militants, de gens qui étaient très actifs et qui faisaient partie de la communauté, qui avaient cette capacité d'écoute, d'ouverture et d'accueil, et des questions aussi que je me posais. J'ai été super accompagné, j'ai été vraiment soutenu, voilà. Et j'ai lu beaucoup aussi à cette époque-là, euh, dans plein de domaines, de la sociologie, de la psychanalyse, des romances, enfin voilà, plein de choses dans plein de domaines pour me dire mais qu'est-ce qui se passe. Et donc j'avais la trentaine à cette époque-là. Et donc qu'est-ce qui se passe et c'est quoi ce chambardement en moi et pourquoi et qu'est-ce que ça signifie en fait. Et c'est là où il y a eu cette sortie du placard dont je te parlais tout à l'heure, où j'assume que bah voilà, qui j'ai découvert, en tout cas ce que j'ai exploré, ce que ça a réveillé en moi comme émotion et comme sentiment ou pas. Et j'ai eu une petite période où j'ai eu des relations avec des garçons et des filles, mais ça a vraiment été super court. Et j'ai après eu des relations que avec des hommes, en fait. Et je n'ai actuellement des relations que avec des hommes. En tout cas, des relations physiques. Après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je parle d'homosensualité, je peux aussi avoir de l'hétérosensualité avec des Hmm. femmes et d'être en proximité très forte, Hmm. physique, mais aussi émotionnelle et du coup mentale. Euh, et ça me va aussi tout à fait. C'est pour ça que la classification homosexualité ou hétérosexualité, c'est pour moi un peu médical en fait. C'est un petit peu trop réducteur et c'est surtout trop réducteur par rapport à l'approche de la sexualité. Et je peux avoir des contacts très forts et très intimes avec des femmes sans avoir de sexualité avec elles. Et certaines me disent parfois qu'elles ont plus de connivence et plus de d'émotion avec ce qu'on partage que ce qu'elles peuvent partager avec leur mari ou leur compagnon et éventuellement dans leur sexualité. Donc c'est pour moi on est des êtres qui sont enfin, qui ont besoin de cette reliance à quelque chose qui est plus grand que nous. Et pour moi, que ça soit homme, femme, que ça soit hétéro ou homo, enfin, ça m'importe peu en fait. Et l'humain qui est en face de moi, il est tel qu'il est dans toutes ses dimensions et pas que dans sa dimension sexuelle en fait. Donc voilà, je suis arrivé à un stade actuellement où je me dis que c'est dommage. Enfin, j'ai jamais tellement aimé les cases, mais je trouve que c'est dommage de mettre les gens dans des cases et de leur attribuer une étiquette, euh, et souvent une étiquette en termes de projection. Hein, souvent, le premier filtre, il est un filtre de, bah, voilà, je te connais pas, mais je te connais quand même parce que euh, je pense que tu es ça. Je pense que, sans demander à l'autre qui il est, en fait. Et bien souvent, ça fonctionne comme ça. Et je vois quelqu'un dans le métro qui est pas habillé comme moi ou qui est plus excentrique ou qui est voilà. Et je classe dans une catégorie par rapport à mes vécus, par rapport à mon histoire, enfin par rapport à plein de filtres. Et je passe à côté de la personne telle qu'elle est réellement en fait. Et réduire des gens que à leur sexualité, ça me pose question en fait. Hmm. Ça, ça, me- ça, me-
Ouais, ça peut me mettre en colère, parce que, du coup, je nie l'autre, en fait. Je rejette l'autre et je le nie simplement parce que je lui mets une étiquette, une sexualité que je pense connaître comme étant la sienne. Et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à accompagner les hommes? Mmh. J'ai eu un parcours de tantra, avec, avec un maître, heu et tout à l'heure je te parlais de la classification et des projections et voilà, tout ce qui en découle. Sur les premiers stages que j'ai faits, je suis à chaque fois reparti avec un homme et cet homme, enfin ce initiateur qui m'a accompagné, qui s'appelait Éric Langaret, m'a dit: «Je te veux plus en stage tant que tu n'as pas fait autre chose et que tu n'as pas progressé sur toi». Et donc j'ai continué tout un parcours, individuel dans plein de domaines, différents, du yoga, du tantra, de la sophrologie, du reiki, de l'énergétique, du massage, enfin voilà, dans plein de domaines différents. Et ça m'a donné des ouvertures avec plein de sensibilités différentes, plein de cordes à mon arc. Et en 2011, plusieurs amis, la même année, m'ont dit à différents moments: «Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça?» Et j'y avais pas réfléchi. C'était plus pour moi, en fait, et j'avais pas forcément un projet ou j'avais pas une perspective de vouloir en faire quelque chose. C'était plus pour moi du savoir-être que du savoir-faire, en fait. C'était, me donner d'autres ouvertures et d'autres possibilités d'interagir et d'interconnecter avec les autres. Et mais ça m'a quand même titillé que plusieurs me disent, et notamment des amis très proches, voilà, maintenant qu'est-ce que tu fais, quoi? Faut, en gros, enlève-toi les 2 du cul et puis fais autre chose. Ça, c'était l'époque où j'étais, déjà arrivé en Cévennes, hein. J'ai vécu, 15 ans à Lille, j'avais un cabinet. À la base, j'ai un doctorat en nutrition, donc voilà, j'ai fait ça pendant 15 ans dans le Nord, et ça correspondait à une période où je voulais quitter le Nord. Donc je me suis retrouvé ici en Cévennes en 2007. Et donc le 2012, enfin 2011-2012, c'est là où on m'a posé des questions, et à partir de fin 2012, j'ai décidé avec un groupe d'amis, de faire un test, de me dire, qu'est-ce que je fais de tout ça et qu'est-ce que je peux proposer, à ma sauce, ma façon de faire avec ce que j'avais, expérimenté moi. Qu'est-ce que je pouvais faire pour, alors au départ pas pour accompagner des hommes, mais qu'est-ce que je pouvais faire pour un groupe d'amis et passer un bon moment ensemble. Et donc j'ai créé un week-end, enfin un peu plus qu'un week-end, 5 jours, avec, plein de choses que j'avais imaginées du coup entre-temps, et je les ai mis en situation réelle, et tout le monde a été emballé et tout le monde m'a dit: «Beh, voilà, maintenant c'est bon, tu plus qu'à, faut y aller». Et voilà, ça a commencé comme ça, en fait. Donc il y avait pas de plan, puisque quand je suis arrivé ici, l'idée c'était c'est pas l'idée, hein, le projet ici était d'ouvrir des chambres et tables d'hôtes. Donc ce qui a été le projet initial pour arriver ici en Cévennes, ce qui est toujours le cas, puisque les accompagnements des hommes que je propose ont lieu dans cette structure. Mais quand je suis arrivé en 2007, j'avais pas pour projet ou pour ambition d'accompagner des hommes, en fait. Ça s'est fait, on m'a un peu poussé. On m'a dit: «Tu peux faire quelque chose là». Et voilà, Allez. j'ai senti l'élan de confiance et l'élan de voilà, de dire: «Qu'est-ce que je fais?» Et puis ça s'est étoffé au fil du temps. Donc il y a eu ce premier week-end amical, on va dire, en 2012, qui s'est traduit, par la suite par un premier volant de stage, sur 2012. Et puis ça s'est enchaîné depuis, et j'en crée des nouveaux. Voilà, maintenant j'ai 9 propositions, différentes d'accompagnement. C'est jamais de l'accompagnement individuel, hein. Je suis vraiment un animateur, un coordinateur, un accompagnant, mais je fais pas de l'accompagnement individuel. Donc c'est vraiment aussi la force du groupe qui joue, et je suis aussi là pour créer la mayonnaise et faire que ça fonctionne au niveau mais c'est donc des accompagnements, ouais, dans différents domaines, et avec 9 thématiques du coup maintenant. Et qu'est-ce que tu l'as peu évoqué tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu constates dans tes accompagnements, dans ces groupes et dans les rapports homme-homme?
je constate beaucoup de fraternité, je constate beaucoup d'ouverture du cœur, beaucoup d'amour partagé en fait. Et quand je dis amour, ça nous renvoie à cette notion, voilà, l'amour tel qu'on le connaît avec Disney, avec les films, etc. C'est pas ça, hein, c'est l'amour universel, c'est l'agapé. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'homosensualité. Donc c'est vraiment de l'amour qui du coup est fraternel. Il y a différents styles de catégories d'amour, mais là c'est vraiment de l'amour fraternel et des gens qui se rencontreraient pas forcément dans la vie à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est parce que les animations ont lieu dans une yourte et donc ça fait une petite bulle. Et donc c'est pas des gens qui se rencontreraient forcément dans leur sphère amicale ou professionnelle ou relationnelle. Et donc ils viennent passer un temps hors du temps dans cette bulle et ils se rencontrent et il y a une espèce d'alchimie qui se met en place avec des rencontres qui seraient sensiblement improbables en dehors de la bulle de la yourte en fait. Donc il y a beaucoup de fraternité, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout à l'heure tu parlais de vulnérabilité, il y a aussi, bah voilà, c'est un espace sécure, donc ça permet aussi de pouvoir se livrer tel qu'on est avec ses forces, ses failles, ses faiblesses et sa vulnérabilité. Et ce que je trouve fort à chaque fois, c'est les capacités qu'ont les hommes d'accueillir les failles et les vulnérabilités des autres et du coup de partager les leurs, hein, parce que forcément quand tu te mets en situation de d'exprimer ta vulnérabilité, ben ça ouvre aussi en face parce que l'autre se dit bah moi aussi je peux le faire, moi aussi j'ai le droit de m'offrir cet espace et de m'offrir cette capacité de partager ça. Et ça c'est vraiment pour moi toujours une émotion et des temps très très forts. La solidarité, je dirais aussi, c'est un élément. Il y a du soutien, il y a de l'entraide, il y a du partage. Voilà, c'est ça que je découvre. Je découvre pas l'humanité parce que je suis profondément humaniste, donc voilà. Mais je découvre les personnalités au travers de cette humanité individuelle et c'est juste incroyable. C'est juste incroyable, quoi. C'est juste un vrai cadeau à chaque fois et beaucoup beaucoup pour moi d'émotions. Et, et là aussi, je te disais, je ne leur demande pas leur orientation sexuelle. Alors, sur ils ont une invitation s'ils ont envie de le dire ou pas le dire. Je le pose même pas en termes de mots, hein. C'est certains en parlent spontanément, mais je les incite pas à. Et c'est alors quand je parlais des projections, c'est là où c'est assez drôle parce que bien souvent, il y a des erreurs, en tout cas des projections fausses. Et ça, c'est aussi intéressant de voir comment des gens réagissent et imaginent alors qu'ils ne connaissent pas voilà, ils débarquent de la France, de l'Europe, voire parfois du monde parce qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger. Et ils projettent des choses sur aucune base en fait, simplement avec leur propre filtre. Et c'est drôle de voir ce qui se joue et ce qui se passe quand les filtres tombent et quand les projections tombent. Et ça doit être beau à être témoin. Et tu travailles beaucoup avec le corps, toi. Ouais, la clé d'entrée, c'est la corporalité. Ouais. Et dans la corporalité, beaucoup le toucher, parce que c'est mon sens. Voilà, j'ai dans mes archétypes et dans mes hérotypes, le sensitif est vraiment très dominant. Donc c'est ma clé d'entrée et c'est aussi une clé pour moi qui est facile à transmettre. C'est vraiment voilà, tout le monde a cette capacité-là à toucher et à être touché. Et dans le donner ou dans le recevoir, ça réveille aussi beaucoup d'émotions. Ça peut réveiller des traumas aussi, parce que bah voilà, quand on touche un corps, il y a plein de façons de pouvoir le toucher, mais c'est aussi plein de façons de pouvoir éveiller ce que ce corps a engrainé comme mémoire et a vécu. Donc voilà, la clé d'entrée, ouais, c'est vraiment le toucher. Il y a pas que ça, hein, mais c'est une de mes clés de travail. Et pour moi, c'est plus facile d'être dans la corporalité que d'être dans le mental. Donc voilà, c'est un accompagnement qui peut être thérapeutique, mais l'idée c'est pas de monter dans des sphères qui font travailler le mental, réfléchir, se poser des questions. C'est plutôt dans les ressentis et dans les émotions et dans le vécu. Hein. Et donc là, le corps, bah, il nous donne toutes les clés pour pouvoir explorer ces différentes pistes. J'imagine que du coup, les hommes sont amenés à se toucher ou à être en lien par leur corps. Qu'est-ce que tu observes et quelle que soit l'orientation sexuelle, la question la plus fréquente,
Ouais, vas-y. Allez, je te partage la question la plus fréquente. Hmm, La question la plus fréquente, c'est: «Mais je vais avoir des érections?» hmm, «Oui, peut-être, je ne sais rien». «Et alors?» «Bah, ouais, mais c'est pas je suis pas à l'aise». «Ah, tu es pas à l'aise? Mais tu es à l'aise pour rire? Heu, tu es à l'aise pour parler? Tu es à l'aise pour, vivre des choses?» «Oui». «Bah, donc pourquoi tu es pas à l'aise avec ton érection?» Et là, la question qui ça renvoie, c'est: est-ce que si je me fais toucher par un homme alors que j'ai pas d'attirance par un homme et que j'ai une érection, qu'est-ce hmm, qui se passe? hmm, Et c'est là où ça devient c'est là où ça devient super intéressant. Hem et donc quand je parle de la corporalité, ça se situe là. Si le toucher me fait naître une érection, bah, voilà, elle est accueillie, mais pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement si l'homme ne se ça ne pose pas problématique à l'homme. Si effectivement après ça débouche sur des choses qui relèvent d'un accompagnement, là je suis là et voilà. Mais, pour moi c'est un non-événement dans le sens où, bah, voilà, je te demande pas d'être relaxé, je te demande pas d'être, joyeux, je te demande pas d'être triste, je te demande pas d'être donc je te demande pas d'être en érection ou pas être en érection. C'est pour ça que c'est un non-événement. Mais c'est vraiment quelque chose qui est un questionnement qui est vraiment assez fréquent. Hem voilà, c'est drôle de voir, et du coup dans ce qu'ils expriment, c'est que si j'ai une érection, c'est que j'ai un désir. Mais non, pas forcément. Il y a pas de lien entre l'érection et le désir. Et alors après, on passe à l'étape suivante, il y a pas de lien entre, l'orgasme et l'éjaculation. Et alors là, ça devient ça là, ça devient un autre monde super aussi intéressant. Mais voilà, ça débouche aussi, parfois sur ça aussi, de me dire que je peux ressentir quelque chose, sans éjaculation, et ça pose aussi question à certains hommes de voir que je peux avoir un orgasme non éjaculatoire, ou que je peux être touché par un homme en ayant une érection sans avoir de désir pour lui et sans, enfin voilà, sans que ça soit ma sexualité. Ça, c'est des réactions qui sont, quand alors je te parlais d'accueillir et d'être ouvert à ce qui se passe, bah, c'est vraiment ça en fait. C'est de se dire: «Bah, si je me fais toucher par un homme alors que j'ai pas d'attirance par lui, mais j'ai une érection, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça génère en moi? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça ouvre ou qu'est-ce que ça ferme? Où est-ce que ça bloque? À quoi ça me renvoie?» Et ce qui est enfin voilà, les retours que j'ai des hommes qui ont des relations avec des femmes, c'est que en général, quand ils retournent après chez eux, ils sont beaucoup plus attentifs, aux réactions et à l'expression de la sensibilité de leur femme qu'ils ne l'étaient avant, en fait. hmm. Et ça, c'est pour moi super, voilà, c'est enfin, c'est un énorme cadeau, quoi. C'est, de te dire que tu as été en capacité de pouvoir, t'autoriser à recevoir le toucher d'un homme et que ça te fasse changer ta relation que tu peux avoir avec ta compagne dans le cas d'une relation hétérosexuelle. Waouh, quoi, c'est un super Waouh, cadeau. ouais, carrément. Hmm, Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la vulnérabilité. Si je m'autorise à accueillir cette vulnérabilité, ben, j'ouvre quelque chose de différent et de nouveau en moi. J'ouvre un autre champ, j'ouvre d'autres perceptions. Et donc, je change ma relation au monde et je change ma relation aux autres. Et donc, je change ma relation intime si, il y a une relation intime dans le cadre d'un couple ou peu importe, mais dans le cadre d'une relation intime, en tout cas. Et faire tomber les barrières de projection, ben, ça ouvre ça, enfin ça change le référentiel et ça aide à aller plus loin et à explorer, et à voir d'autres horizons. Je prends souvent l'image d'un tableau. En fait, on peut faire un tableau monochrome, hein, il y a du bleu clin et il a fait des œuvres considérées comme majeures avec une seule couleur. Mais on peut aussi faire un tableau avec 4 couleurs et s'en contenter, mais on peut aussi faire un tableau avec 16 couleurs et on peut ouvrir le champ et on ouvre la profondeur et on ouvre, voilà, on fait plus de choses avec 16 couleurs qu'avec une seule couleur. Même si avec une, on peut faire des des choses qui sont considérées comme, un art très abouti. Mais là, pour moi, c'est la même chose. Si on explore et qu'on ouvre le champ du possible, ben, voilà, on agrandit, notre champ de conscience, on agrandit tout, en fait. On en revient à son rapport à son intériorité, à sa vulnérabilité, à sa sensibilité. Comment, quand je me mets en lien avec cette part de moi, qu'est-ce que ça change dans ma relation aux autres? Et c'est, je crois, un des défis qui attendent les hommes, et quelle que soit leur orientation sexuelle.
Moi, j'avais dans un de mes accompagnements, ça m'avait aussi marqué, donc un homme qui avait une orientation sexuelle homosexuelle, et le fait aussi lui d'être en rapport lui aussi avec des hommes dans un autre cadre, c'est-à-dire pas dans un désir, comme tu disais tout à l'heure, ça changeait aussi son rapport aux hommes. Et ouais, c'est ce que j'ai vécu. C'est vraiment ça. Quand mon maître m'a dit, je ne veux plus de toi parce que tu es trop dans la sphère basse, en fait. Tu es trop dans le primal, tu es trop dans le charnel, tu es Mmh. trop dans le sexuel. Et forcément, bah, j'étais entouré d'hommes qui avaient les mêmes goûts et les mêmes attirances que moi, donc c'était facile. Mais d'aller te confronter à des hommes avec qui j'avais pas de projection, sur lesquels j'avais pas de projection, sur lesquels j'avais pas de désir particulier, et de pouvoir les prendre dans mes bras ou avoir des gestes de tendresse ou de proximité, sans aucune arrière-pensée, sans aucune projection, aucun désir, ça a été incroyablement libérateur en fait. Et ça a été vraiment un des éléments qui après m'a dit: «Bah oui, je suis OK pour pouvoir accompagner des hommes parce que de toute façon, si je les vois, je vais pas dire que j'ai envie qu'ils finissent, à jouer avec moi, à des jeux, plus intimes». Heu et dans le et c'est pas la même chose, mais j'ai aussi fait du tantra mixte, donc vraiment dans des pratiques, assez avancées de tantra avec des femmes, et là, ça a été la même chose. Ça a été super révélateur de me dire que je peux avoir, un une découverte de moi accompagné par une femme, alors que j'ai pas de désir pour elle, et c'est la même chose en fait, que j'avais après que j'ai eu en face de moi un homme ou une femme, j'avais un humain, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais une personne et j'avais pas une sexualité, ou j'avais pas, un désir, inconscient ou conscient, qui pouvait être projeté, et du coup ça ouvre énormément, ça permet effectivement d'aller toucher qui on est, réellement sans attendre. Quand on avait discuté en amont aussi, on avait parlé du rapport au père, dans justement cette intériorité, cette sensibilité et ce qu'il en découle. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ou comment je peux t'amener à développer? Ouais, j'ai du mal du coup, là, de parler de façon générale parce que c'est dans les lectures que j'ai fait, c'est très complexe. Moi, ce que je peux témoigner de mon histoire personnelle, c'est que, hem, ce qui se joue quand on est enfant avec nos parents nous conditionne dans plein de domaines. De là à dire qu'ils conditionnent notre sexualité, je ne défends pas cette théorie, hein. C'est une théorie psychanalytique voilà, qui a eu, des temps forts, des temps, réprimés, en tout cas, qui a plus eu tendance. Mais, il est clair que ce qui se passe dans la relation à la figure paternelle, c'est pas forcément que le père, heu, joue, en tout cas a joué pour moi. Je vais prendre des exemples caricaturaux, mais, heu, c'est aussi des images que la société nous renvoie. Mais, si j'ai un père qui est, on va mettre des mots, bruts, beauf, hétéro-beauf, quand on voit cette image dans la société, qui va à la chasse, et qui se bourre la gueule avec ses potes, et qui en face de lui, il a un petit garçon qui a plutôt envie d'aller, jouer avec sa maman, ou qui a envie d'explorer, le patinage artistique ou, la danse rythmique. Ben, ça laisse un espace compliqué à l'enfant pour s'exprimer, en fait. Donc le référent paternel, et il y a eu plein de films qui ont bien exploré ces images-là et ce qui peut se passer dans la tête du petit enfant. Heu, le référent paternel, qui est pas forcément le père, hein, mais le référent paternel au sens large, il a pour moi un rôle important. Et si j'avais une image, moi, qui m'a marqué quand j'étais, ado, c'était un prof d'anglais, qui était juste incroyable, et qui avait une ouverture à la fois de culture, mais également de sensibilité, qui a fait que dans le collège où j'étais, heu, il était un référent de quelqu'un qui était à la fois fort et doux, en fait.
et ça m'a toujours un éveillé une forme d'admiration, que cette autorité-là, masculine, pouvait assumer à l'extérieur, que en même temps, il pouvait avoir un côté vraiment très maternant, en fait, très coucounant. Et je pense que ce qui se passe dans la société, c'est que les hommes, je dis pas tous les hommes, hein, mais les hommes ont du mal à assumer cette part de fragilité, en fait. Et dans l'approche du tantra où on parle de l'équilibre entre le masculin et le féminin, heu, ben, pour moi, les hommes actuels ont du mal à connecter leur part de féminité. Et quand je parle de féminité, ça veut pas dire, ça renvoie pas à ce que je disais tout à l'heure sur la passivité ou sur le fait d'être passif ou d'être actif. Ça renvoie à cette capacité d'être, à la fois quelque part fort, mais en même temps en étant sensible, en fait, en étant, en capacité d'avoir des émotions. Et pour moi, il y a un grand travail, et quand alors je parlais de la société patriarcale, il y a un grand travail à ce que les hommes avancent, dans leur capacité à accueillir, ce féminin que chacun a en soi, en tout cas devrait avoir en soi, pour trouver un bon équilibre entre, la force et la faiblesse, en fait, pour trouver un juste milieu entre, je suis une autorité, une figure, paternelle, et ça me pose pas de problème en tant que ça, mais quand ça devient, trop, quand il y a de l'abus, quand il y a de la prise de pouvoir, quand il y a heu, des situations de déséquilibre, ben, c'est pas OK, quoi. Et donc trouver une façon, je sais pas, hein, je j'ai pas la réponse. Heu, des éléments de réponse, j'ai des éléments d'éclairage, mais j'ai pas de réponse de comment est-ce que donner plus de sensibilité aux hommes, pour que la société, elle soit moins violente, en fait. Quand on voit les chiffres, hein, les chiffres sur la délinquance, les chiffres sur, les agressions, tous les chiffres, qui concernent des choses pas très positives, sont attribuables aux hommes et pas aux femmes, hein. C'est pas les femmes qui, enfin, ça veut pas dire qu'il y a pas des femmes qui ont des situations d'abus et qui, font aussi enfin, ont des attitudes, pas OK. Mais toutes les statistiques montrent que c'est les hommes qui qui créent les situations de pas bonnes. Donc comment on fait pour, mettre de l'équilibre et retrouver, plus de justesse et quelque part plus de douceur dans ça? Je À mon sens, c'est un objectif, un but, un chemin, mais j'ai pas les clés pour, pour, heu, pour dire: «Voilà, il faut faire comme ça pour y arriver», en fait. En tout cas, ça limiterait les impacts, voilà, bah, ouais, de pouvoir, d'abus de pouvoir. Mmh. Mmh, mmh. J'imagine que ce que tu fais à travers le corps, ramener, je sais pas si c'est le bon mot, en tout cas, de ramener les hommes dans leur corps, à leur ressenti. Mmh. Euh, en tout cas, pour moi, c'est une des clés. Mmh. Ouais, comment on ramène les hommes à cette homosensualité dont tu parlais auparavant. Ah, quand ils sont, enfin moi les hommes qui viennent, ils viennent, volontairement. Enfin Mmh. voilà, je sais pas, c'est une démarche, individuelle et volontaire. Donc c'est des gens qui se sont ou déjà posé des questions ou qui ont été confrontés à des situations spécifiques, dans leur vie ou il y a des traumatismes et cetera. Donc moi j'ai une population, hyper favorable, à l'approche, et même s'il y a des réticences, c'est pas toujours, fluide, et il y a aussi des inquiétudes ou des peurs en amont, mais une fois qu'ils sont dans le bain, ben, ça se passe bien. Après, ça veut pas dire que c'est agréable parce que, bah, voilà, tout à l'heure quand tu disais quand on touche un corps, on peut faire remonter des choses qui sont, difficiles ou traumatiques, mais au moins ils sont dans une démarche et un engagement, volontaire. Donc j'ai une population, «acquise» entre guillemets, donc c'est plus facile. Maintenant, prendre du quidam dans la rue et te dire, «Tu vas te faire toucher par un homme et faire tel et tel, exercice ou structure que je propose comme ça de but en blanc», Ça, heu, ça va être un peu chaud. Ouais. ça va être très chaud même.
Parce que même ceux qui viennent ici, quand ils prennent du recul et se disent: «Mais si quelqu'un nous voit d'extérieur, il se demande ce qu'on est en train de faire». Mmh. Oui, parce que c'est tellement particulier, c'est tellement, il y a une espèce d'alchimie qui se crée, que même des gens qui viendraient et qui regarderaient, genre, par la fenêtre ou comme une petite souris qui sera en observation, comprendraient pas forcément ce qui se passe et ce qui se joue, en fait. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut extrapoler et qu'on peut mettre en application, comme ça dans la vie, extérieure. C'est pour ça tout à l'heure je te parlais de bulles. C'est pas quelque chose qu'on peut faire, comme ça. C'est pour moi, c'est un mouvement de fond de société et quand on arrive à faire on en est arrivé à être obligé de faire des lois d'égalité homme-femme, pour moi, c'est dysfonctionnel, en fait. Ça veut Mmh. dire que la société, elle est pas du tout prête à ça. Parce qu'on est obligé de passer par le cadre de la loi pour faire reconnaître, les égalités entre les hommes et les femmes. Donc, on est loin d'arriver à ce que la société globale. Alors après, au niveau individuel, oui, il y a plein de gens qui s'engagent, il y a plein de mouvements, il y a plein de structures qui proposent des développements pour les hommes, voilà, et tu en fais partie, tu en fais partie aussi. Et je pense que le podcast fait aussi partie de ça, mais la visibilité et la lisibilité, elles sont encore trop, enfin, elles sont très réduites. Elles sont ouvertes à des initiés ou à des Mmh. gens, Oui. voilà, à des milieux très fermés, en fait. Mmh Ce mh. qu'il faudrait, c'est un truc de fond, qui inonde toute la société et qui, voilà, et il y a une sorte de paradoxe aussi. Quand alors je parlais du côté éducatif, quand on regarde ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, par exemple, c'est complètement différent. Quand on voit ce qui s'est passé, en Espagne sur les droits des homosexuels, ne serait-ce que sur le mariage, ils ont eu le mariage alors qu'on nous rabâche tout le temps: «Oui, mais pays chrétiens, blablabla». Ils ont eu le mariage en Espagne pour les pour les gays et les lesbiennes avant la France. Donc c'est pas une question de gradient, nord-sud, mais en tout cas, ce qui se passe dans le nord de l'Europe en termes d'ouverture, globale, sur la société, ben, on a encore de la marge. Néanmoins, on n'est pas non plus comme certains pays où on tue encore, des hommes parce qu'ils ont des relations avec des hommes. Donc ça progresse. Pour moi, ça progresse pas assez vite, mais ce que je disais tout à l'heure, quand on met plus de lumière, on met aussi plus d'ombre. Donc je sais pas s'il faut aller trop vite, parce que ça en même Mmh. temps, moi ça il y aurait l'autre côté, pas positif de la chose qui est qu'on, bah, voilà, qu'on renforcerait, peut-être des situations, extrêmes d'homophobie encore plus fortes, en fait. Je pense que c'est step by step, mais après c'est voilà, c'est, aussi un chemin individuel et à chacun de voir où est-ce qu'il a envie d'aller, qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa vie, qu'est-ce qu'il a envie de faire aussi, qu'est-ce qu'il a envie de transmettre à ses enfants. Je pense que c'est une autre façon aussi d'aborder les choses. C'est pas de dire: «Je me change moi», mais c'est que je change des choses pour que ça soit différent. Alors mieux, je sais pas, mais différent pour mes enfants et que je leur propose un futur différent, ou en tout cas qui pourrait être dans plus de tolérance. Oui, ça résonne. Mmh. J'ai pas cette, voilà, j'ai pas cette transmission-là. Je suis pas papa. Je peux pas dire que ça me manque, mais en tout cas, je vois que ce que je propose au niveau des hommes, ça contribue aussi à ça, en fait. Ça change pour des individus, mais ça change aussi, ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on témoigne que ce qui se passe dans le couple au retour est différent, et que quel que soit le couple, quel que soit le partenaire ou la partenaire, bah, voilà, pour moi, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice et l'homme qui est venu, il a mis aussi sa pierre à l'édifice, en fait. Il contribue à rayonner autour de lui à quelque chose où ça met plus de conscience, en fait. Pour moi, c'est ça qui est important, Mmh. c'est de mettre de la Mettre de la conscience. conscience. D'être, Partage. voilà, d'être conscient de ce qu'on fait et de quel impact ça a, autour de nous, en fait. Et ça dans tous les domaines, que ça soit les domaines de relationnel ou dans tous les domaines. C'est la même chose aussi pour moi, pour la sexualité. Alors, je me disais par rapport aux érections, mais on pourrait parler de la pornographie ou de la masturbation, qu'on fait ça, voilà, vite fait en cachette, voilà, pour soulager et si on le fait en conscience et qu'on le met en lumière, ça peut être aussi très beau, et on peut aussi inviter son ou sa partenaire, à partager ça. Mmh, mmh mh. Heu et je reviens à ça, je reviens à cette notion de conscience. Si on le fait en conscience, on a un impact et on a une capacité à faire bouger les choses, en fait. En tout cas, on se fait bouger soi et donc forcément, bah, ça par effet ricochet,
ça bouge à l'extérieur. Et la sexualité, c'est l'éros. L'éros, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie vitale. Donc, même tout à l'heure, je disais en introduction, on n'est pas réduit notre sexualité. Pour moi, c'est une énergie super puissante. Et ça peut être une énergie qui peut être presque de l'ordre de la révolutionnaire, en fait, quelque chose qui est de l'ordre de l'anarchie, du mouvement de quelque chose pour créer quelque chose qui change, qui bouge, en fait. C'est vraiment l'énergie créatrice. Donc, c'est pas quelque chose dont on doit se couper, bien au contraire. Et si on le fait en conscience, bah voilà qu'à côté j'ai 2 femmes qui s'embrassent, 2 hommes qui s'embrassent, ou un homme et une femme qui s'embrassent. Bah voilà, si c'est fait en conscience et tout le monde est ok, ça me va bien. De la conscientisation et de la responsabilisation, ça me parle. C'est peut-être ça qu'on manque aussi. Enfin, voilà, je pense que c'est un autre axe pour l'évolution de la société. C'est un autre chemin en fait. Oui, détabouiser comme on échangeait avec Emmanuel Franz Mercadal, détabouiser la sexualité, notamment. Et on arrive en tout cas, merci de participer à ce changement. Merci pour tes mots. C'est beau à entendre. Et on arrive à la fin de cet échange. Est-ce que tu as envie d'ajouter un mot, une réflexion, quelque chose que peut-être t'aurais aimé dire et que je t'ai pas posé de questions à ce sujet? Je suis content d'être là avec toi. Je suis content que ces espaces-là existent en fait. Et je me dis que chaque petit espace comme ça qui se crée, il ouvre le monde aussi. Il nous ouvre et donc il ouvre le monde. Et bah pour 2024 que ça continue d'exploser et de se répandre et d'apporter. Là, je reviens à ce mot conscience. C'est vraiment ça qui me parle le plus dans ce qu'on a pu partager, qui me semble une voie de progrès, vraiment progrès au sens progresser, progrès pour la société et pour les individus. Merci à toi. Merci à toi, Stéphane. Merci pour ta douceur. C'était très agréable. Dans cette espèce de, on s'est fait notre petit cocon, comme si on était dans une espèce d'igloo. Dehors, je pense que l'igloo. Et merci en tout cas pour ce que tu es et ce que tu nous as partagé. Si les personnes peuvent être intéressées par tes accompagnements, tu as un site internet, c'est ça, Stéphane Dupré. Je mettrai de toute façon le lien en commentaire. Et puis écoute, bonne reprise, je dois dire ça, non? Ouais, c'est après cette année sabbatique, un peu plus qu'une année, là ça y est, c'est relancé et ça commence le 14 mars pour les premiers groupes, pour le premier groupe et pour la première thématique. Qui est? Là, c'est un stage de toucher découvert. Ok. Voilà, un stage de tantra qui utilise le toucher comme médiateur, donc on en parlait tout à l'heure. Eh bien, bonne reprise Stéphane, merci encore à toi et je te dis à bientôt. Ça marche, merci. Salut Stéphane, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.